Quelles sont les entreprises intéressantes dans les large caps américaines? C'est ce qu'on continue de regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec ce top 20 US. Donc, on va prendre Walmart, Visa, Eli Lilly, Oracle, Netflix, Mastercard, ExxonMobil, Costco, Procter Gamble et Johnson Johnson. Je vous ai préparé la watchlist. Ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, croissance du chiffre d'affaires, valeur entreprise, enfin, multiple de valorisation par rapport au flux, par rapport aux actifs tangibles, rendement des capitaux investis, rendement des fonds propres, endettement en termes de dette nette sur EBITDA, rendement des dividendes, rendement d'actionnaire, free cash flow, bénéfice net et payout ratio. On commence tout de suite avec Walmart, le géant américain de la vente au détail, donc les supermarchés, hypermarchés, etc. On est sur 785 milliards de dollars de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ça c'est la croissance externe surtout. Des multiples de valorisation qui sont élevés quand même, 18 en VE sur EBITDA, 42 en PE, 58 en price sur free cash flow, donc c'est un peu cher, très cher même. Vraiment des capitaux investis à 15%, bon, bonne qualité quand même. On est à 1,3 en termes de dette nette sur EBITDA, il n'y a pas trop de levier, 1% de rendement du dividende, 1,9% de rendement de l'actionnaire. Donc il y a des rachats d'actions pour annulation sur Walmart. On a un payout ratio qui est à 37% avec des free cash flow plus bas que le bénéfice net, donc on est plutôt proche de 50% à mon avis. Moi, je ne comprends pas pourquoi la grande distribution se paye aussi cher. Ok, c'est le leader américain, etc. Mais bon, c'est quand même très très cher. Donc moi, je suis plutôt à l'écart de Walmart. Ensuite, Eli Lilly, donc on est sur le laboratoire pharmaceutique numéro 1 aux US. Moi, je suis à l'écart de ce secteur à cause des risques importants de litiges et de risques juridiques. Mais bon, si ça ne nous arrête pas, on peut regarder. Alors, 701 milliards de dollars de market cap, 16% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Je pense qu'ils font des acquisitions également parce qu'il n'y a pas une aussi forte croissance quand même dans le secteur. Les multiples sont très très chers. 33 en VE sur EBITDA, 63 en PE, 188 en price of free cash flow. Donc ça c'est quand même très cher. Après on a une excellente rentabilité, 36% de rendement des capitaux investis. C'est bien. 1,5 fois les EBITDA en dette nette. Ça je pense que ça monte à chaque fois qu'ils font des acquisitions. Donc, ça reste soutenable à ce niveau. 0,8% de rendement du dividende, 1,2% de rendement de l'actionnaire. Il y a un peu de rachat d'actions. Je pense qu'elles sont annulées derrière. On est à un payout ratio à 43% avec des free cash flow qui sont bien moins élevés que les bénéfices nets. Attention, on a versé une partie du dividende à crédit sur Eli Lilly, donc méfiance quand même. Bon, moi je trouve que c'est quand même très 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 cher sur Eli Lilly, alors que bon, c'est pas un secteur, c'est un secteur qui a ses risques propres et qui en plus n'est pas en forte croissance. Donc plutôt à l'écart. Avant de continuer, si jamais vous cherchez des portefeuilles d'investissement passifs et performants, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Visa, le leader américain des paiements. On est sur 672 milliards de dollars de market cap, 9,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Toujours une croissance qui reste soutenue. On est à 26 en VE sur EBITDA, 36 en PE, 33 en price to free cash flow. C'est un peu cher. C'est un peu cher quand même. On est à 33 en rendement des capitaux investis, ce qui est une excellente rentabilité. Maintenant, on n'a pas beaucoup de besoin de capital pour ce genre d'activité. 0,3 fois le EBITDA en dette nette, 0,7% de rendement du dividende, 3,5% de rendement de l'actionnaire. Là, il y a des rachats d'actions assez massifs pour annulation, je pense. Donc, on a un payout ratio qui est à 22%. Attention que le payout ratio n'inclut que de dividendes, mais vous avez aussi les free cash flow qui sont utilisés pour les rachats d'actions. Donc là, il faudrait regarder aussi à quel niveau ça se situe. Maintenant, on est plutôt soutenable sur cette rémunération de l'actionnaire, en tout cas sur le niveau du dividende. Bon, Visa, c'est cher aussi. Voilà, c'est comme les... Enfin, c'est un peu cher. C'est un dossier qui est intéressant quand même, qui est très qualitatif. Donc si vous voulez aller sur ce dossier, il faut y aller pour le très long terme, 5 à 10 ans minimum, pour éventuellement subir de la volatilité s'il y a une mauvaise publication. Ensuite, on est sur Oracle, donc dans le logiciel et spécifiquement, enfin initialement en tout cas, ils étaient plutôt dans les bases de données. 667 milliards de dollars de market cap et 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc on reste avec une croissance soutenue. Maintenant, ils font plutôt de la croissance externe. Sur Oracle, maintenant, il n'y a plus de croissance organique. Les multiples sont quand même exorbitants. 30 en VE sur EBITDA, 55 en PE pour une boîte qui n'a pas tant de croissance que ça. Un rendement des capitaux investis qui est à 14%, c'est pas exceptionnel non plus. Beaucoup de dettes, 3,4 fois les EBITDA en dette nette. Je trouve que c'est trop endetté pour ce type de business qui est pas forcément cyclique. Ils ont de la visibilité long terme avec les contrats qui passent. Mais c'est quand même trop élevé comme endettement. 0,8% de rendement du dividende, il n'y a pas de rachat d'action. Et le dividende a été versé à crédit, malheureusement, puisque les free cash flow sont négatifs. À l'écart d'Oracle, c'est beaucoup trop cher. Ensuite, on est sur Netflix. Donc ça, c'est le leader mondial et américain du streaming vidéo.
52 milliards de dollars de market cap, 13,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, la croissance sur Netflix reste soutenue, mais quand même bien ralentie, hein. On a eu une forte croissance dans 2020-2021. Tout le monde était bloqué chez lui pour regarder du Netflix. Maintenant, c'est plus le cas. Ça commence à freiner un petit peu. Les multiples restent trop élevés pour la croissance qui faiblit, je trouve, hein. 46 en VE sur EBITDA, 61 en PE, 74 en price to free cash flow. C'est quand même un peu cher. 23% de rendement des capitaux investis, bonne rentabilité, 0,6 en termes de dette nette sur EBITDA, donc le bilan est assez light, 1,3% de rendement d'actionnaire. On est ensuite, donc le rendement d'actionnaire n'est pas énorme, free cash flow enfin bon, il n'y a pas de dividende versé sur Netflix, c'est pas encore le moment, ils sont toujours dans la phase de croissance, mais je pense que dans les quelques années à venir, ils vont commencer à verser du dividende, vu qu'ils arrivent plutôt à maturité. Ensuite, on est sur Mastercard, donc le numéro 2 des paiements, 517 milliards de dollars de market cap, 11,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On reste sur une croissance soutenue. C'est à peu près le même topo que Visa, hein, c'est le clone. Hein, donc on est à 29 en VE sur EBITDA, donc on est sur les multiples qui sont très chers. Vous pouvez y aller, hein, mais pareil, il faut le garder 5 à 10 ans, hein, ce dossier. Maintenant, le rendement des capitaux investis est beaucoup plus élevé que celui de Visa. Il y a une meilleure rentabilité. Peut-être qu'ils vont passer devant, hein, s'ils sont plus rentables. À surveiller, on a un peu de dette, mais rien de significatif, un peu de dividendes et surtout beaucoup de rachats d'actions. Voilà, c'est soutenable à ce niveau, ce dividende. Il faudra regarder combien ça crame de cash les rachats d'actions. Mais voilà, Mastercard intéressant comme Visa si vous y allez pour le très long terme. Ensuite, on est sur ExxonMobil. Donc là, autre typologie d'investissement, hein, dans le pétrole. 483 milliards de dollars de market cap, 6,5 en termes de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc croissance plutôt externe. Après, il faut regarder la part croissance en volume et part croissance en prix, hein, puisqu'ils subissent la variation des prix des matières premières, des hydrocarbures. 6,8 en VE sur EBITDA, c'est pas cher, c'est normal, c'est le pétrole. 15 en PE et 17 en price to free cash flow. C'est raisonnablement valorisé. On est à 9,5 en rendement des capitaux investis. Une rentabilité tout à fait convenable, hein, pour une pétrolière intensive en capital. 0,3 fois les l'EBITDA en dette nette, donc il n'y a quasiment pas de dette. À mon avis, ils vont avoir de la marge de manœuvre pour faire une acquisition dans très peu de temps. 3,5 en termes de rendement du dividende, 8% de rendement d'actionnaire. Donc il y a des rachats d'actions assez significatifs quand même sur ExxonMobil, ça c'est bien. 52% de rendement de payout ratio et ça me donne la même chose à peu près, un free cash flow peut-être un petit peu élevé. Donc la rémunération d'actionnaire à ce niveau, elle est soutenable sur ExxonMobil. Ça c'est voilà, un dossier que vous pouvez avoir sur le court terme, hein, pour le coup. Un petit dividende sympathique, même s'il n'est pas énorme pour une pétrolière, mais par contre vous avez des multiples qui sont tout à fait doux. Donc voilà, ça peut être intéressant sur un petit 12 à 24 mois, contrairement à d'autres dossiers plus chèrement valorisés. Ensuite, on est sur Costco. Donc là, c'est la vente au détail sur abonnement, 438 milliards de dollars de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc Costco, hein, ça a fait une forte croissance. Maintenant, ça commence à se stabiliser. Les multiples sont élevés, 33,5 en VE sur EBITDA, 56 en PE et 60 en price to free cash flow. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ces niveaux de multiples, hein, mais bon. Surtout dans le secteur de la consommation non discrétionnaire, bon, c'est pas. On a vraiment les capitaux investis à 20%. Donc ça, c'est bien. Par contre, cash net sur le dossier, 0,5% de rendement du dividende. Et il y a peut-être un peu de dilution, il faut regarder. Bon, c'est trop anecdotique ce dividende. Costco, moi, je trouve ça beaucoup trop cher, hein, et bon, c'est. Voilà, je vois pas une croissance énorme non plus à l'avenir. Donc je pense pas que ce soit intéressant d'entrer à ce niveau-là. Procter & Gamble, donc là aussi on est sur la consommation non discrétionnaire, 377 milliards de dollars de market cap, 3,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Plus de croissance, hein, c'est très. Et ils font un peu d'acquisition, donc le peu de croissance qu'ils ont, c'est surtout de la croissance externe. 16,4 en VE sur EBITDA, 26 en PE, 25 en price to free cash flow. C'est chèrement valorisé pour la faible croissance qui est en face. Maintenant, c'est de la bonne qualité. 20,5% de rendement des capitaux investis. 1,2 fois les l'EBITDA en dette nette. Ça monte à chaque fois qu'ils font des acquisitions. 2,6% de rendement du dividende. Donc, un dividende qui est médian. C'est pas hyper intéressant non plus. Mais vous avez des rachats d'actions pour annulation, je pense. 3,9% de rendement de l'actionnaire derrière. Donc, ça, c'est pas mal. PE ratio à 63%. Free cash flow équivalent bénéfice net. C'est soutenable. Voilà, Procter & Gamble, il n'y a rien de fou, hein, sur ce dossier. La rémunération d'actionnaire peut être intéressante à la limite, mais c'est tout, quoi, rien d'exceptionnel. Ensuite, Johnson & Johnson. Laboratoire pharmaceutique numéro 2, US, 375 milliards de dollars de market cap, 1,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On a 13 en VE sur EBITDA, 17 en PE, 18 en price to free cash flow. Donc c'est des multiples qui sont raisonnables. Ouais, on va dire que c'est raisonnable, hein, c'est beaucoup moins cher que Eli Lilly. Bon, après, il y a toujours les mêmes risques, hein, juridiques sur les pharmaceutiques.
On a 19 en rendement des capitaux investis, qui est une bonne rentabilité, 0,4 fois les dividendes net. Ils ont de la marge de manœuvre pour faire des acquisitions. 3,3% de rendement du dividende, ça c'est intéressant par contre, ça commence à être intéressant comme niveau. 3,7% de rendement de l'actionnaire. On est à des free cash flow tirés en bénéfice net, le payout ratio est à 60%. C'est soutenable à ce niveau. Bon, Johnson & Johnson, après il n'y a rien de fou, hein, c'est pas l'opportunité du siècle. Le rendement de l'actionnaire est intéressant, voilà. Bon, dans cette liste, vous avez, on va dire, si on va sur la qualité, on peut prendre Visa, Mastercard. Attention que c'est un peu cher, mais si vous regardez sur très long terme, ça le fera, je pense. Netflix, je trouve que c'est trop cher pour le peu de croissance qu'il y a, enfin pour le ralentissement de la croissance, donc il faudra attendre. Donc moi, je pense qu'on peut aller sur Visa, Mastercard et ExxonMobil dans une optique plus value, dividende. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.